Vendredi 10 mars, vous regardez Al24 News à la une de votre 19h. En Palestine, les exactions sionistes contre les Palestiniens deviennent monnaie courante après avoir abattu 3 personnes hier. L'armée sioniste récidive et assassine 2 jeunes Palestiniens à Qalqilia en Cisjordanie occupée. En Chine, Xi Jinping rempile pour un 3e mandat présidentiel consécutif à la tête de son pays. En Espagne, le Parlement catalan appelle le gouvernement Sánchez à prendre ses responsabilités historiques envers le peuple sahraoui. L'Algérie qui confirme la solidité de ses engagements commerciaux. Le pays, le premier fournisseur de gaz de l'Espagne jusqu'au mois de février. L'Algérie devance les États-Unis et la Russie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'escalade meurtrière sioniste dont les territoires palestiniens occupés ne faiblit pas. L'un après l'autre, les martyrs palestiniens tombent sous les balles sionistes, indifférentes quant au sort et à la vie d'un peuple meurtri dans sa chair. Dernière en date, 2 jeunes âgés de 21 et de 16 ans assassinés par les forces coloniales sionistes à Qalqilia, en Cisjordanie occupée. Les détails avec Amin Touta. Un autre nom qui s'ajoute à la liste des martyrs palestiniens pour ce début d'année 2023. Le jeune Abdelkarim Badir, âgé de seulement 21 ans et originaire de l'est de la ville de Qalqilia, a succombé à ses blessures ce matin après avoir été victime d'attaques à coups de feu d'un colon. Selon le ministère de la Santé palestinien, les forces d'occupation gardent toujours la dépouille du jeune Badir. Dans la même ville, l'adolescent Amir Ma'moun a connu le même sort après avoir été touché par balle au poumon lors d'affrontements entre jeunes palestiniens et des unités sionistes près d'un point contrôle à l'entrée de la ville. Cette nouvelle démonstration de la politique coloniale témoigne une fois de plus d'une escalade sans précédent envers une population palestinienne sans défense et isolée par le silence international et par un fait colonial injuste, à l'image des dernières descentes militaires et incursions dans les camps des réfugiés de Jenin. Le dernier en date a fait 6 martyrs parmi les réfugiés. Et derrière les barreaux, des milliers de prisonniers palestiniens répondent à la répression sioniste en entamant le 25e jour d'une campagne de désobéissance contre les règlements de l'administration pénitentiaire et le ministère de la Sécurité nationale sioniste. Et à Rome, des militants et des défenseurs de la cause palestinienne, ainsi que des représentants de la communauté palestinienne établie en Italie, ont manifesté contre la politique du chef du gouvernement sioniste Netanyahou et pour protester contre la visite prochaine qu'il devrait effectuer en Italie. Les manifestants tirent la sonnette d'alarme quant aux agissements contraires au droit international du gouvernement Netanyahou, auteur de multiples crimes et exactions au détriment du peuple palestinien. Nous sommes descendus dans la rue pour dire non à la politique criminelle du gouvernement le plus extrémiste d'Israël. En 2022, plus de 230 Palestiniens ont été assassinés par des soldats et des colons israéliens. Et maintenant, dans les 2 mois suivant le début de cette année, 78 Palestiniens. Quiconque veut parler de paix devra parler de liberté et de justice. Et il n'y a pas de paix sans justice, tout comme il n'y a pas de justice sans satisfaction des droits légitimes du peuple palestinien. Et nous l'évoquions à l'instant dans le titre, le président Xi Jinping rempile pour un 3e mandat consécutif à la tête de son pays. Le dirigeant du Parti communiste chinois a été réélu ce vendredi après un vote à l'unanimité du Parlement. Âgé de 69 ans, Xi Jinping avait pour rappel obtenu au mois d'octobre dernier l'investiture à la tête du Parti communiste chinois et à la commission militaire qui sont 2 fonctions suprêmes en Chine. En Europe, l'Allemagne frappée de plein fouet par la violence liée à l'extrémisme religieux. La ville d'Hambourg a été le triste théâtre d'une fusillade survenue jeudi dans une église se réclamant de l'obédience des témoins de Jéhovah, faisant pour le moment un bilan de 8 morts et plusieurs blessés. Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé ce matin ses pensées aux victimes de ce qu'il a qualifié comme étant un acte de violence brutale. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches.
En ces heures difficiles, ainsi qu'à ceux dont les vies ont été si brutalement fauchées. Et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation en France, le président français Emmanuel Macron refuse de recevoir les organisations syndicales engagées dans la rue contre la réforme du régime des retraites. Le chef de l'État français a opposé un veto à la demande des syndicats qui l'ont interpellé par courrier pour demander à le rencontrer, je cite, dans l'urgence de ce moment et dans la gravité de ses conséquences. Emmanuel Macron dit ne pas sous-estimer les mécontentements, mais juge que sa réforme reste nécessaire. Et au moment où la gronde populaire contre la réforme du régime des retraites bat son plein en France, le président recevait à l'Elysée le Premier ministre britannique Rishi Sunak. La presse française parle d'un sommet visant à réinventer l'alliance entre la France et la Grande-Bretagne, une relation sujette à quelques interférences depuis que Londres a claqué la porte de l'Union européenne. Safouane Ben Sabri. Le président français Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour le premier sommet franco-britannique depuis 2018, 5 ans caractérisés par des tensions entre les deux pays. Après des années de relations critiques, l'heure est à l'apaisement et au retour à la normale. Au programme de la visite, plusieurs dossiers, l'immigration clandestine, la guerre en Ukraine et la coopération bilatérale sur plusieurs plans. Les deux hommes espèrent ainsi réchauffer des relations franco-britanniques mouvementées après le passage de Boris Johnson et Liz Truss à Downing Street. Concernant la crise migratoire, un dossier hautement sensible pour les conservateurs britanniques, Rishi Sunak assure s'en remettre aux traités internationaux pour la résolution d'une crise des migrants qui, bien que moins médiatisée, perdure encore. Maintenant, nous respecterons toujours nos obligations quant aux traités internationaux. Je suis convaincu que dans leur cadre, nous pouvons faire le nécessaire pour résoudre ce problème commun et arrêter les bateaux qui traversent la Manche. La guerre en Ukraine a évidemment été abordée par les deux dirigeants. Elle représente un défi commun pour les deux nations. Le locataire de l'Elysée estime que la Russie ne peut gagner la guerre et compte sur la coopération avec le Royaume-Uni pour resserrer les rangs européens. Nous avons largement ici discuté de la manière de renforcer, au-delà du conflit, de l'agression russe en Ukraine et du conflit qui s'y joue, de renforcer nos capacités communes, de travailler davantage à l'interopérabilité opérationnelle, technique et humaine. Emmanuel Macron et Rishi Sunak ont par ailleurs annoncé la mise en place d'une coopération militaire entre les deux rives de la Manche. La formation et l'équipement de militaires ukrainiens sera assuré par Paris et Londres. Et en Catalogne, le Parlement catalan a voté ce vendredi un projet de résolution appelant le gouvernement espagnol à prendre sa responsabilité historique devant le peuple sahraoui. Le texte de résolution en question a été voté par l'ensemble des partis qui constituent le Parlement catalan. Il réaffirme la position du comité législatif catalan en faveur de la solution juste et durable de la question sahraoui, conformément aux dispositions du droit et de la légitimité internationale, ainsi que les décisions des Nations Unies de respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et l'Espagne qui a pu bénéficier des approvisionnements en gaz algérien conformément à l'engagement d'Alger de remplir pleinement ses dispositions contractuelles. Et c'est désormais chose faite si l'on croit les chiffres publiés cette semaine par la presse espagnole. L'équipe place l'Algérie en tête des fournisseurs de l'Espagne en gaz jusqu'en février, devant les États-Unis et la Russie. Les détails avec Iman Merad. Avec plus de 16 000 gigawattheures de gaz naturel et de GNL fournis à l'Espagne jusqu'au mois de février dernier, l'Algérie occupe la tête des fournisseurs mondiaux de l'énergie bleue au profit de Madrid, devant les États-Unis et la Russie. Au total, l'Espagne a importé plus de 66 000 gigawattheures de gaz naturel durant cette période, avec 24,2% en provenance de l'Algérie, qui devance les États-Unis avec 21,7% et la Russie avec 17,9%. L'Algérie a en effet exporté plus de 7 480 gigawattheures de gaz naturel à l'Espagne, rien que durant le mois de février, dont 75 gigawattheures sous forme de GNL. Des chiffres qui témoignent encore une fois de la solidité des engagements économiques et commerciaux de l'Algérie en ce qui concerne le secteur énergétique.
Peu après la crise diplomatique survenue entre Alger et Madrid à la suite du revirement de situation dans le dossier du Sahara occidental, dont le gouvernement Sanchez a été l'auteur et qui a donné lieu à la suspension du traité d'amitié et des échanges commerciaux entre les deux pays, le groupe énergétique algérien Sonatrach a affirmé à plusieurs reprises qu'il tiendrait tous ses engagements contractuels énergétiques envers l'Espagne. Et ce, malgré la réévaluation des quantités exportées et de la politique des prix à la suite de l'explosion des prix du gaz des marchés internationaux. Dans ce sillage, l'Algérie a également augmenté ses exportations de gaz naturel vers d'autres clients, notamment en Europe, à l'image de l'Italie. En janvier dernier, le pays est également devenu le premier exportateur de GNL en Afrique devant le Nigeria. À noter que durant la période de référence, l'Espagne enregistre dans le même temps une hausse de plus de 150% de ses importations de gaz naturel russe et une baisse de plus de 40% de ses approvisionnements en provenance des États-Unis. Au Maroc, plusieurs partis politiques et associations tirent la sonnette d'alarme contre un climat social qui ne cesse de se détériorer dans un contexte d'inflation et de hausse des prix généralisés. Dans un communiqué publié contre le gouvernement justement à Khenouch, à prendre ses responsabilités et à mettre fin à cette situation qui, selon eux, représente une réelle menace pour la paix sociale au Maroc. Et au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, les tensions et les hostilités sont toujours d'actualité entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du M23. La région a encore été frappée par de violents affrontements entre les deux parties ce vendredi, alors que l'annonce d'un cessez-le-feu la semaine dernière avait suscité un vent d'espoir. Un sujet signé Souhila Kilal. Les hostilités reprennent de plus belle ce vendredi au Nord Kivu entre l'armée régulière congolaise et le groupe rebelle M23. Et dans le même moment était attendu à Goma un avion d'aide européenne d'urgence pour lequel un couloir aérien spécial a été ouvert. C'est à Morambi que les affrontements ont éclaté à moins de 30 km de Saké, un dernier verrou sur la route vers la capitale de la province du Nord Kivu, région qui cristallise bon nombre de tensions internes et régionales. De son côté, la médiation africaine s'active depuis le début du conflit pour la mise en place d'une paix durable à l'est du RDC. Le 24 février dernier coïncide d'ailleurs avec la 10e année de l'accord cadre d'Addis Abeba, un accord qui avait suscité l'espoir, tout du moins, jusqu'à la résurgence du M23 en avril 2022. Un nouveau vent d'espoir avait par ailleurs soufflé sur le Nord Kivu il y a quelques jours à peine. En effet, au début du mois en cours, le président angolais João Lourenço avait annoncé une cessation des hostilités entre les deux belligérants pour ce 7 mars. Dès le lendemain, c'est-à-dire le 8 mars, gouvernement congolais et rebelles du M23 s'accusaient mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Alors que la situation humanitaire est de plus en plus alarmante, selon les agences des Nations Unies, en un an, plus de 800 000 personnes ont été touchées par ce conflit. Au Mali, le gouvernement de transition confirme le report du référendum constitutionnel initialement prévu pour le 19 mars prochain. Un communiqué publié par la primature malienne informe l'opinion nationale que la date du référendum, dont le chronogramme des réformes politiques institutionnelles et électorales de la transition, connaîtra un léger report. Des assises nationales de la refondation, notamment la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections, à travers l'installation de ses démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako, dans le plus bref délai, ainsi que la vulgarisation du projet de constitution. La nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Au Nigeria, 6 victimes sont également à déplorer à la suite d'un accident survenu jeudi à la suite d'une collision entre un bus et un train dans l'état de Lagos. Le bilan fait également état de plus de 80 blessés de gravité plus ou moins importante. Lorsque le train arrivait, il y avait des voitures qui franchissaient le passage à niveau. Mais elles ne savaient pas que le train arrivait. Alors nous étions à la porte pour voir ce qui se passait à l'avant. Le conducteur du bus ne savait pas que le train arrivait. C'est là que le train a heurté l'autobus.
En Turquie, le président Tayyip Erdogan a signé ce vendredi un décret présidentiel sur la préparation du double scrutin présidentiel et législatif du 14 mai prochain. À noter que la tenue de ces élections était initialement prévue pour le 18 juin de l'année en cours. Et le climat politique entre l'Arabie saoudite et l'Iran semble de plus en plus propice à un retour à la normale des relations bilatérales entre les deux pays. Les deux pays, justement, qui ont annoncé ce vendredi la reprise de leurs relations diplomatiques et la réouverture de leurs ambassades respectives à l'issue de 5 jours de pourparlers fructueux qui ont eu lieu à Pékin. Rappelons que les deux pays avaient rompu leurs liens il y a plus de 7 ans. L'Iran, justement, qui salue l'ouverture de la Syrie aux pays de la région. C'est avec ces mots que le chef de la diplomatie iranienne s'est exprimé jeudi pour commenter l'ouverture de la Syrie aux pays de la région après le séisme meurtrier qui l'a frappé en même temps que la Turquie. Nous saluons la récente reprise des relations de la Syrie avec quelques pays, a en effet déclaré Hussein Amir Abdollahian lors d'une conférence de presse avec son homologue syrien Faisal El-Maqdad. Nous saluons la récente reprise des relations de la Syrie avec quelques pays. Nous sommes très heureux que les pays de la région soient devenus réalistes et aient adopté des positions réalistes concernant le rôle de la Syrie et les positions importantes qu'elle occupe. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a déclaré dans une allocution télévisée depuis New York que les autorités, je cite, ont reconnu le véritable pouvoir du peuple, l'unité manifestée dans les rues de Tbilissi. En révoquant le projet de loi sur les agents de l'étranger, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue cette semaine après que les législateurs aient initialement donné leur soutien au projet de loi en question. Je félicite les autorités d'avoir pris la bonne décision d'abroger cette loi. Ils ont reconnu le véritable pouvoir du peuple, l'unité manifestée dans les rues de Tbilissi avec ce mouvement. Si nous sommes un pays démocratique, le gouvernement et le Parlement ne pourront pas ignorer la voix et la volonté du peuple. Et du cyclisme pour terminer en beauté ce journal avec le Tour d'Algérie et la 4e étape qui a eu lieu ce vendredi entre la ville de Biskra au sud et celle de Batna sur 114 km de route. Et après le sprint final, c'est l'Algérien Hamza Yassine qui a franchi la ligne d'arrivée en premier en 2h54 minutes et 16 secondes, suivi en même temps du Russe Sergei Rostovtsev et de Youssef Reguigui. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al24 News.